Aujourd'hui, on se retrouve dans la série des revues de livres que j'ai lus pendant cette année 2020 et aujourd'hui, je vais te présenter ce livre-là qui s'appelle Le développement impersonnel avec le 1 entre parenthèses, le succès d'une imposture par Julia de Funès que je ne connaissais pas avant la lecture de ce livre. Alors c'est un peu particulier parce que j'avais pas entendu parler de ce livre avant de tomber dessus en librairie et par hasard je l'ai vu dans les rayons et ça m'a interpellée puisque tu le sais probablement, moi sur ma chaîne il y a 5 ans j'ai commencé en parlant beaucoup de développement personnel et de livres de développement personnel et depuis quelques temps je me suis un peu distanciée de ce domaine, non pas que je ne l'aime plus ou qu'il ne m'apporte plus, mais j'ai un regard différent, peut-être un peu plus critique et distancié par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre et transmettre par le passé. Et donc en fait quand j'ai lu ce livre je me suis dit tiens ça m'a interpellée, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait à dire et j'ai été très intéressée, bien que pas mal mitigée aussi parce qu'il y avait vraiment certaines fois où je grimaçais un peu pendant la lecture, où j'étais pas d'accord, ou même je comprenais pas trop l'intention de l'autrice, mais globalement j'ai retenu des choses très intéressantes et c'est de ces choses-là que j'ai envie de te parler. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder déjà avec la présentation de l'autrice. Là dans le 4e de couverture, ce qu'on peut lire par rapport à elle, c'est qu'elle est docteure en philosophie, diplômée d'un DESS en RH, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, et elle est aussi conférencière et visiblement c'est pas son premier livre. Donc voilà, je vais te dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors comme c'est une philosophe, il y a parfois certaines notions qui étaient un peu abstraites pour moi à saisir et des références que je n'avais pas forcément toujours. Donc j'espère que je vais réussir à transmettre ce que j'ai compris assez bien. Dans tous les cas, s'il faut me corriger, n'hésite pas à le faire parce que la philosophie c'est pas trop de base mon domaine. Donc elle commence le livre en expliquant que le monde, plus on avance dans le temps, plus il se désenchante. Et ça c'est quelque chose en effet que j'avais vu dans mes cours de sociologie, puisque on est dans une époque aujourd'hui dans les sociétés capitalistes modernes occidentales dans lesquelles l'importance qu'on accorde à l'enchantement, c'est-à-dire aux croyances spirituelles, aux mythes, aux légendes, aux dieux, etc. J'en parlerai du coup dans des vidéos de sociologie plus précisément, mais il est vrai que auparavant, dans certains autres types de sociétés où justement la religion, les mythes et les légendes étaient très présentes, la question de savoir quel est le sens de notre vie était moins présent que dans nos sociétés actuelles dans lesquelles justement il y a ce désenchantement. Et donc aujourd'hui dans nos types de sociétés, c'est à nous, êtres humains individuels, à notre échelle et notre unité personnelle, qu'on doit réfléchir à comment on va donner du sens à notre vie tout seul, savoir quelle va être sa destinée et non plus la laisser entre les mains de l'univers, du destin, de Dieu, etc. Et donc, dans ce contexte-là de société, le seul et unique critère valable d'une vie réussie, selon Julia de Funès, c'est le moi. C'est comment je vais, moi, réussir ma vie à mon échelle, dans ma petite bulle. Elle reprend donc le mythe de Narcisse pour faire une métaphore de l'individu aujourd'hui dans une société moderne. Et donc, elle explique que les seules significations, les seuls sens que l'on peut donner à sa vie en tant que narcisse moderne, c'est des significations qui nous concernent nous directement. Donc tout est orienté sur notre petite personne. Et donc selon elle, le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui est devenu extrêmement codifié, extrêmement normatif et donc perd de cette notion individualiste. C'est-à-dire qu'à la base, le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est personnel et donc pour un narcisse de la société moderne, le développement personnel est utile puisque ça lui permet personnellement, à sa petite échelle, de trouver des méthodes pour améliorer sa vie, son quotidien, le sens qu'il va donner à ses journées, etc. Sauf que, justement, comme le développement personnel se démocratise et devient de plus en plus hype et de plus en plus lucratif aussi, puisque c'est aussi un business, et il y a des codes communs dans le développement personnel, il y a une forme de normativité, justement, et donc ça perd en singularité, ça perd en individualité, c'est-à-dire que maintenant, même quand on va chercher quelque chose de très personnel dans le développement personnel, peut-être qu'on risque de pas le retrouver puisque maintenant c'est devenu extrêmement mainstream. Selon Julia de Funès, ce qui est vrai d'ailleurs, on le voit en sociologie, les sociétés capitalistes modernes telles qu'on les connaît sont extrêmement individualistes aujourd'hui et ça se manifeste aussi dans le domaine du travail avec tout ce qui
est justement les auto-entreprises, les startups, le fait de faire du télétravail par exemple. On est beaucoup plus solitaire dans notre manière de créer de l'argent et de donner du sens à sa vie justement, puisque dans nos sociétés, le travail c'est un peu le sens de nos vies de manière générale. Et d'ailleurs je te renvoie à ma vidéo sur le lien social que j'ai fait avec la vision de Tonys. Je te mettrai la vidéo dans la description, qui est une vidéo de sociologie qui revient un peu sur ces notions d'individualité et de communauté. Je pense que ça pourrait être intéressant. Un point qui m'a paru très intéressant, c'est le lien qu'elle fait avec la dépression en disant que en devenant maître de sa propre vie, lorsqu'on est face à un échec ou une réussite, l'individu ne peut s'en tenir qu'à sa propre responsabilité. Alors ça j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vrai que dans ces discours-là de développement personnel, il y a une très grande forme de responsabilisation de l'individu. C'est-à-dire que si tu réussis ta vie, c'est grâce à tes efforts et rien d'autre. Et si tu gâches ta vie, c'est aussi de ta faute et rien d'autre. Alors que la réalité de notre société, c'est que c'est quand même bien plus complexe. Et cette illusion comme quoi on est responsable sur tous les aspects de nos vies et que tout est dû à notre propre emprise sur nos vies, elle est fausse, puisqu'il y a des conditions factuelles, matérielles de vie, il y a des hiérarchies sociales, il y a des rapports de domination, il y a des inégalités en lien avec l'économie, le genre, l'ethnie, etc., qui font que non, on ne peut pas tout résumer à la responsabilité personnelle et au bon vouloir des personnes. Et donc, même s'il y a une volonté de donner du pouvoir aux personnes en leur disant qu'elles sont maîtres et maîtresses de leur propre vie, d'une certaine manière on peut aussi les conduire dans le mur en leur faisant comprendre que les difficultés qu'elles peuvent rencontrer ne dépendent que d'elles, et donc de les culpabiliser sans prendre en considération les réalités matérielles qui sont celle de ces personnes-là. Et donc ça peut avoir ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, et malheureusement ce raisonnement-là est bénéfique au final qu'aux plus privilégiés d'entre nous, qui justement peuvent se permettre de penser que tout ce qu'ils ont est dû au mérite et uniquement au mérite. Alors je dis pas que le mérite n'existe pas, évidemment que c'est plus compliqué que mérite ou pas mérite, on est d'accord, mais le danger avec ce discours-là du développement personnel, c'est de penser que tout est dû au mérite et que la responsabilité est entièrement due à l'individu et non pas à d'autres critères qui nous échappent. Et donc le lien avec la dépression, c'est justement ça, c'est que typiquement dans ce type de société-là où on est très méritocratique et où on part du principe que tout est dû à notre responsabilité personnelle, on peut en effet développer des dépressions très sévères à cause de cette culpabilité perpétuelle qu'on peut ressentir et ces échecs sur lesquels on pense qu'on a un pouvoir alors qu'on n'en a pas. Et donc selon Julia de Funès, il nous manque un cadre de référence qu'on pouvait avoir dans les sociétés auparavant et qu'on n'a plus aujourd'hui, ce qui crée énormément d'incertitude, puisque justement comme on est dans une société plus individualiste, on a beaucoup plus le choix, on a beaucoup plus de dilemmes, on a beaucoup plus de cercles sociaux justement qui se mélangent, et donc on est moins dans quelque chose d'organisé. C'est à nous d'organiser nos vies et de la prendre en main, et ça peut être assez déroutant pour certaines personnes qui au contraire ont besoin d'un cadre, ont besoin de faire partie d'un groupe avec des règles, avec une direction, etc. Alors ici il ne s'agit pas de dire tel modèle est bien, tel modèle est mal, on parle bien du point de vue de Julia de Funès là-dessus, mais évidemment on a le droit de pas être d'accord. Après, il y a des réalités sociologiques qui sont expliquées dans ce livre, et c'est pour ça que ça m'a parlé. Donc oui, la société devient de plus en plus individualiste, oui, la société est incertaine de plus en plus pour énormément de personnes, ça a ses bons côtés, ça a aussi ses mauvais côtés, et c'est ça qui me paraît intéressant. Pour continuer dans sa pensée, elle explique que les contraintes qui auparavant étaient externes, et donc on savait que s'il y avait telle inégalité, c'était dû à la structure sociale, telle injustice, tel système économique, etc. Aujourd'hui, ces contraintes qui avant étaient externes deviennent internes. Et donc, on passe de contraintes qui avant étaient morales et sociales, par rapport à l'ordre de la société, à des contraintes qui deviennent des contraintes psychiques, c'est-à-dire qu'on va s'approprier ces contraintes et les intérioriser en pensant qu'elles sont de l'ordre de notre psychologie et non pas de notre condition matérielle de vie. Je vais citer une phrase du livre qui m'a paru intéressante. Elle dit « L'homme devient déprimé car il doit supporter l'illusion que tout lui est possible ». Alors pour certaines personnes, le fait de se dire que tout est possible peut être extrêmement épanouissant et motivant, mais ça peut faire totalement l'effet inverse pour d'autres personnes, justement parce que ça donne une forme de poids sur les épaules extrêmement lourd à porter et qui nous fait comprendre qu'en gros c'est à nous de gérer ça, comme si on était un peu les dieux de notre propre vie, ce qui en soi est une idée séduisante et qui moi me parle énormément, mais on peut pas enlever la dimension négative que ça peut avoir aussi, que de se dire ça, que tout
tout réside entre nos mains et qu'on doit prendre nos responsabilités sur tout. Selon Juliette Dufunès, elle explique que le développement personnel répond parfaitement aux attentes type, aux attentes idéales de l'individu moderne, c'est-à-dire un individu qui ne veut plus se sentir dominé par une quelconque forme de supériorité ou d'autorité, en se mettant soi-même, lui-même, comme une forme d'autorité. Et justement, le développement personnel participe à cette notion-là. À nouveau, je dis pas ici que c'est bien ou c'est mal, je dis juste le point de vue de Juliette Dufunès, où elle explique qu'en gros, dans le développement personnel, le récit de la personne qui écrit est très horizontale, c'est-à-dire que les gens, quand ils écrivent des livres de développement personnel, ils t'expliquent qu'en gros ils sont pareils que toi, ils ont rien de plus que toi, ils se mettent au même niveau que toi du coup pour pas avoir forcément ce rapport hiérarchique. Donc il y a une notion égalitariste et empathique de la relation entre l'auteur ou l'autrice du livre de développement personnel et le lecteur et la lectrice. Ensuite, dans les livres de développement personnel, il y a une invitation à s'affranchir de toute forme d'extériorité et donc de justement oublier le monde extérieur et tout focaliser sur ta personne, ta propre... ton monde interne, qui est accentué par l'utilisation d'un langage familier et accessible. D'ailleurs, moi je me reconnais beaucoup dans mes vidéos par rapport à ça, parce que c'est les démarches que moi j'entreprends dans mes vidéos. Non pas que mes vidéos soient des vidéos forcément de développement personnel, mais qu'il y a justement cette horizontalité et ce langage familier et accessible. Par contre, à l'inverse des livres de développement personnel, je pense que j'invite pas forcément les gens à s'affranchir de toute forme d'extériorité. Au contraire, je parle énormément des structures sociales, de la société, de toutes ces choses. Donc sur ce point-là, ça diverge. Par contre, en ce qui concerne l'horizontalité de la relation et le langage familier, ça, je m'y reconnais beaucoup. Et donc, ça permet aux lecteurs de développement personnel de ne pas avoir forcément un effort particulier à fournir pour lire du développement personnel, puisque c'est un langage très accessible, ce qui pour moi est une très bonne chose d'ailleurs. Je trouve que c'est bien. Et le quatrième point qu'elle relève dans la manière de faire des livres de développement personnel, c'est que, et ça c'est un point par contre que je trouve négatif, c'est que le livre de développement personnel est un livre porteur de promesses. Et donc il alimente l'illusion et l'espoir chez des personnes qui peut-être ne peuvent pas appliquer les conseils qui sont dits dans les livres. Et aussi il faut savoir que beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel ne sont pas dans une démarche forcément bienveillante. Et du coup c'est difficile de savoir trier quelles sont les choses qui sont honnêtes, accessibles et faisables, et quelles sont juste des promesses à 2 balles qui sont sorties de nulle part et qui servent juste à nous vider le porte-monnaie. Et ça c'est compliqué à différencier. Et en fait ça marche et ça séduit les lecteurs et les lectrices parce que justement le lectorat de ce type de livre, ce sont des individus en quête de réponses, en quête d'eux-mêmes, et la mayonnaise peut prendre, disons, puisqu'il y a vraiment cette envie d'attirer les personnes, de les dorloter, de leur donner ce qu'elles veulent, entre guillemets, et d'une certaine manière de les manipuler aussi. Après, à nouveau, ça peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs, et malheureusement il y a beaucoup d'effets négatifs. Et Juliette Dufunès dit qu'il n'y a rien de mieux pour manipuler un lecteur ou une lectrice que de l'inciter à penser qu'il est quelqu'un d'unique. Sauf que de dire à tout le monde qu'il est quelqu'un d'unique, au final, ça ne veut plus rien dire. Je vais te lire un passage du livre intéressant à ce sujet. Donc je cite, elle dit « La promesse ne fonctionne pas sans la confiance de l'autre. Promettre revient à demander au lecteur d'y croire, le mettre dans une position de dépendance, sinon de soumission à l'égard de l'auteur. Auteur qui du coup devient tout-puissant. L'art manipulatoire de la promesse consiste à faire glisser le lecteur sur le terrain séduisant de l'imaginaire qui, contrairement au réel, ne connaît aucune limite, aucune contrainte ou déception. » Donc là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'idée qu'il y a une relation horizontale, pas de hiérarchie, etc., on voit qu'il y a une contradiction, puisque en promettant au lecteur monts et merveilles, en lui disant que tout lui est possible, qu'il est unique, etc., on se met dans une position supérieure, et du coup ça a créé ça crée un nœud, ça crée quelque chose de pas clair en fait pour le lecteur. Et donc, pour continuer sur ce que Juliette Dufunès pense du développement personnel, pour elle, elle dit que c'est une illusion du fait qu'on peut avoir un regard objectif sur nous-mêmes, comme si nous et seulement nous avions la capacité vraiment d'être objectifs sur notre vie, sur nos difficultés, sur nos victoires, alors que selon elle, justement, à ses yeux, on est
en relation perpétuelle avec les autres et on peut pas se couper de cette relation avec les autres et de ce regard aussi extérieur. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on parle beaucoup du fait d'arrêter de s'occuper du regard des autres, de ne pas se fier au jugement des autres, etc. Comme si c'était dans l'absolu quelque chose de négatif. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'on est intéressé par ce regard, c'est pas pour rien que le jugement des autres nous importe, mais c'est juste qu'on a du mal à savoir mettre une distance entre ce qui nous permet vraiment d'avancer et ce qui nous fait du mal. Et donc trouver ce juste milieu, c'est difficile. Et la solution qu'apporte le développement personnel, comme si le regard des autres ne comptait jamais pour rien au monde et ne servait pas, c'est pas non plus la solution puisque ça nous coupe totalement de cette extériorité dont on a besoin. Ensuite, elle parle du fait que le développement personnel nous pousse énormément à rationaliser des choses qui ne doivent pas être rationalisées selon elle. Pour elle, les sentiments et les émotions doivent rester de l'ordre du sentimental et de l'émotionnel. Alors moi, je pense que ça peut être utile quand même d'analyser et d'essayer de rationaliser ses émotions, mais c'est vrai que parfois on a à nouveau ce conflit dans le développement personnel dans lequel on te dit qu'il faut que tu profites du moment présent, que tu te prennes pas la tête, etc. Et en même temps on te pousse à constamment comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu ressens telle chose, pourquoi tu raisonnes comme ci, comme ça. Et du coup c'est difficile de savoir faire la balance entre juste vivre ce qu'on vit dans le moment présent pleinement et essayer de tout le temps avoir une distance sur soi, de calculer, faire des sortes d'analyses constantes de soi-même. Et moi c'est un problème que j'ai moi-même ressenti, d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo sur mon corps, sur le fait que je pense en effet que le fait d'avoir été autant dans le développement personnel pendant des années, ça m'a à tort mis dans un état d'esprit dans lequel j'étais tout le temps constamment dans l'auto-analyse de moi-même, excessive, perpétuelle. Et donc justement là je suis en train de réapprendre à trouver l'équilibre entre prendre de la distance avec soi, rationaliser les choses, se comprendre, s'analyser et vivre le moment présent sans réfléchir forcément à pourquoi du comment du qu'est-ce. Et ça c'est aussi quelque chose d'assez flou dans les livres de développement personnel qui te disent justement tout et son contraire. Évidemment pas tous les livres de développement personnel, mais là c'est une critique globale du domaine en général et moi je trouve qu'elle a pas tort de mentionner ça. Elle dit que la dépendance avec des faits purement biologiques, physiologiques, historiques et sociaux ne sont jamais mentionnés dans le développement personnel et ça aussi j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais que moi je trouvais ça dommage que dans les livres de développement perso, on parle pas de maladies mentales, de troubles psychiques, de recours à la médecine, de traitements médicaux, de thérapie quelconque, enfin bref, et que justement on occulte un peu ces réalités-là qui ont un impact justement, comme je le disais au début de la vidéo, dans la capacité des lecteurs et des lectrices à utiliser ces outils. Et donc forcément, si t'es une mère célibataire avec 3 enfants qui cumulent 3 boulots, tu vas peut-être pas pouvoir lire ton livre de développement personnel de la même manière que si t'es une femme avec des enfants, un mari, une femme de ménage, etc. Et donc le fait qu'on parle jamais de ces dimensions-là, des dimensions, comme elle le dit, biologiques, donc de l'ordre de la maladie, des troubles, etc., des conditions sociales, des conditions autres, extérieures, et ben ça justement ça alimente ce sentiment de culpabilité intense chez les lecteurs et les lectrices et ça peut avoir l'effet inverse sur eux. Ensuite, Julia de Funès dit qu'il y a une disproportion dans les livres de développement personnel entre les moyens qu'on utilise pour avancer dans nos vies et les fins visées. Comme par exemple, elle donne l'exemple de la visualisation, je crois, ou je sais plus, où elle dit en gros que pour elle c'est aberrant que dans un livre on te dise que pour devenir millionnaire, par exemple, j'exagère, mais en fait en vrai on peut lire ce genre de choses, hein. Donc pour devenir millionnaire, il faut que tous les jours tu te regardes dans la glace et tu te dises je vais devenir millionnaire. Et pour elle, il y a un monde entre la fin visée et le moyen utilisé. Parce que ça te donne l'illusion que si tu dis juste tous les jours devant le miroir je vais devenir millionnaire, ça va comme par magie tomber du ciel. Toi et moi on sait que ça va pas marcher, mais malheureusement il y a des gens qui tombent dans le piège et qui pensent que vraiment il suffit de faire ça et d'utiliser seulement ce moyen là pour devenir millionnaire et que quand ils se rendent compte que ça marche pas, ils vont se culpabiliser justement en se disant bah tiens c'est ma faute, c'est parce que je suis pas assez bien, je ne mérite pas, je ci, je ça. Et c'est compliqué parce que on a du mal à admettre qu'il y a vraiment des gens qui croient au pied de la lettre à ce genre de choses et qui après se retrouvent à avoir une vie détruite en pensant que tout est de leur faute alors que juste les moyens utilisés ne sont pas adaptés aux fins qu'ils cherchent. Ensuite il y a tout un passage sur la peur qui m'a paru très intéressant. Julia de Funès dit que un des affects sur lequel s'appuie énormément le développement personnel c'est la notion de peur et on va voir de quelle peur exactement elle parle. Et pour Julia de Funès, la peur s'oppose à la raison. Et elle dit celui qui parvient à contrôler la peur de l'autre devient le maître de son âme. Et elle continue en disant que la peur est l'affect qui favorise l'obéissance et la soumission. Cela signifie que ça s'oppose à l'individualité. Quand tu fais peur à quelqu'un et que justement tu cherches à utiliser cette peur pour le manipuler, tu vas contre son individualité parce que tu
ne le laisses pas faire des choix pleinement seul, tu utilises le fait qu'il ait peur pour l'influencer. Et donc de ce fait, tu ne respectes pas son individualité. Parce qu'une personne, pour qu'elle fasse un choix libre, éclairé, individuel, il faut pas qu'elle ait une contrainte de peur sur elle. Et ça, on le sait, même quand on parle de choses plus graves, quand on dit mais tu avais le choix de ci ou de ça, bah si la personne en question, elle avait peur d'une conséquence négative, le choix qu'elle fait n'est pas forcément libre, parce que la peur vient contraindre ce choix. Et donc elle continue en disant que justement le développement personnel joue sur la peur la plus fondamentale de l'homme, qui est celui du sens de sa vie, de pas savoir qui il est, d'avoir peur de ne pas être lui-même, peur que sa propre identité se dissipe, peur de ne pas correspondre à l'image renvoyée par soi-même. Donc elle dit que c'est la peur fondamentale de l'être humain, et le développement personnel se pose là-dessus pour justement transmettre son idéologie, et pour elle c'est une manière négative en fait de manipuler les gens à des fins qui les desservent au final. Et elle relève un paradoxe très intéressant, elle dit le développement personnel joue sur la peur des êtres humains, tout en promettant une singularité authentique, alors que la peur, c'est l'affect qui nous fait nous conformer le mieux, puisque justement, le sentiment de peur, c'est celui qui va nous pousser à ne pas déroger à la norme, à ne pas sortir des sentiers battus, à rester dans cette conformité, et donc ce paradoxe est bien présent là-dedans, puisque si le développement personnel joue sur nos peurs, il va plutôt pousser à nous conformer, alors qu'au final, il ne fait que nous promettre de trouver notre individualité, ce qui est compliqué. Au cours du livre, elle va faire beaucoup de références à des philosophes connus pour essayer d'argumenter justement avec leur philosophie, mais je vais pas m'attarder là-dessus, sinon la vidéo va être trop longue, donc je t'invite à lire le livre si vraiment ça t'intéresse. En tout cas, elle cite Hume, elle cite d'autres auteurs, là je les ai pas notés, mais en tout cas elle cite beaucoup de gens. Mais je vais quand même m'attarder sur un point qu'on a déjà mentionné, qui est le fait que dans la logique du développement personnel, tout dépend du sujet, et elle met le doigt sur le fait que dans de nombreux livres de développement personnel, on ne questionne pas qu'est-ce qui fait qu'on passe de la conscience à l'action. Comment se traduit ce passage? Et elle dit qu'en gros, dans le développement personnel, il y a une confusion en fait, et qu'on confond énormément de choses pour expliquer comment on passe de la conscience à l'action. Un peu comme si dans le développement personnel, souvent on disait que voilà, t'as pris conscience de quelque chose et ça va comme par magie avoir un sens dans ta vie, alors qu'il faut qu'il se passe des choses en fait entre le moment où tu prends conscience et le moment où tu appliques. Donc elle dit qu'il y a 3 types de confusion. Elle dit qu'il y a d'abord une confusion entre la volonté et l'entendement, en disant que l'homme peut être animé par des désirs dont il ignore les causes et qu'il agit parfois par autre chose qu'une libre volonté. Donc ça me paraît assez évident, c'est vrai qu'on est très nombreux et nombreuses à faire des choses sans comprendre en quoi notre volonté joue un quelconque rôle là-dedans, et les causes peuvent être diverses et variées, et donc il suffit pas juste d'avoir envie de quelque chose pour que ça s'applique, puisqu'il y a plein de choses qui se passent sans qu'on en ait envie et qu'on peut rien y faire. Ensuite elle dit qu'on a une deuxième forme de confusion, c'est une confusion entre la volonté et la liberté. En disant que l'homme peut être asservi dans ses décisions. À nouveau, on revient à cette idée que si tu as certaines contraintes économiques, matérielles, sociales, relationnelles, etc., la notion de volonté et de liberté, elles veulent plus dire grand-chose, et donc on peut avoir l'impression que notre liberté dépend de notre volonté, alors qu'en fait, on n'a pas de liberté à cause de ces facteurs extérieurs. Et la troisième confusion dont elle parle, c'est la confusion entre la volonté et la maîtrise, en disant qu'il peut y avoir une déviance entre une intention et un résultat. Parfois, on peut avoir très envie de quelque chose et l'appliquer avec toute la bonne foi du monde, et ne pas avoir les outils nécessaires pour obtenir ce résultat, et donc avoir un résultat autre. Et elle conclut en gros que le problème avec le développement personnel, c'est qu'il contribue énormément à se distancier de soi-même, et que selon elle, le plus grand malheur de l'homme, avec un grand H, des êtres humains si tu veux, provient du fait d'être coupé avec soi-même, et que donc en fait le développement personnel crée de la souffrance, selon elle. Donc voilà, je pourrais dire énormément encore de choses sur ce livre, mais je pense que j'ai fait le tour des grandes lignes que je voulais te partager. La conclusion pour moi, c'est que moi ça m'a beaucoup intéressée, dans la mesure où il y a vraiment des passages sur lesquels je me suis sentie soulagée, où j'étais contente de lire ça, parce que je me disais mais enfin quelqu'un qui a un regard un peu plus critique et qui me permettre de me sentir moins coupable par rapport à certaines choses que je me suis attribuée à moi-même, alors qu'en fait j'ai compris par la suite que c'était pas forcément de l'ordre de ma personne, mais juste il y a certaines choses que j'ai pas choisies qui font que je peux pas faire telle ou telle autre chose, et du coup d'une certaine manière ça m'a apporté une forme de soulagement. Et d'un autre côté j'étais un peu frustrée, parce que parfois j'avais vraiment l'impression de pas être d'accord, de me dire qu'elle était pas... qu'elle parlait vraiment d'un type de développement personnel en particulier, et que c'était un peu réducteur de dire le développement personnel en général comme ça.
Et donc disons que si on connaît pas du tout le développement personnel, c'est un peu diabolisant et on peut avoir tendance à tout rejeter après de ce qui peut venir de ce domaine-là, alors qu'il y a vraiment des choses utiles, des choses qui peuvent nous servir, des choses qui peuvent nous apporter dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, je ne doute pas du fait que je vais continuer moi de puiser certaines choses dans le domaine du développement personnel pour mon propre bien-être. Donc je trouve que pour une personne qui s'y connaît pas du tout dans le domaine du développement personnel et qui lit ça, ça risque d'être très diabolisant et que malheureusement elle passe à côté de beaucoup de choses positives. Par contre, si on connaît déjà ce domaine-là, qu'on est habitué un peu au code, justement, à tous ces trucs qui reviennent souvent, etc., et qu'on a une connaissance des différents courants, entre guillemets, qu'il existe dans le développement personnel, et ben c'est un livre extrêmement utile pour avoir un regard un peu plus critique, un peu plus distancié, avec justement des références philosophiques intéressantes que moi je ne connaissais pas et qui m'ont appris énormément aussi. Donc, au final, je reste quand même assez mitigée, même s'il y a plus de positifs que de négatifs, je crois. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si toi tu l'as lu et qu'est-ce que t'en as pensé, toujours dans la bienveillance et le respect dans les commentaires, bien sûr. N'hésite pas à faire un tour sur mon profil Utip si tu veux me soutenir financièrement, ça me ferait super plaisir que tu le fasses, et si tu l'as déjà fait, je t'en suis infiniment reconnaissante. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.